Je donne la parole maintenant au professeur Harrison qui va nous remettre dans le contexte en fait de ce développement de cette cohorte d'asthmatiques sévères dans notre grand sud-ouest. Professeur Harrison. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, les deux premières présentations étaient vraiment passionnantes et finalement, on voit que on a besoin de données et on a besoin de données pour analyser nos pratiques. Alors, il y a une première raison pour laquelle il faut une cohorte, un nouvel observatoire de patients asthmatiques sévères. Tout d'abord, comme ça a été mentionné en introduction par Adrien Leléon de la Fondation, c'est vrai qu'on a été probablement influencé par l'expérience précédente dans le cadre de la BPCO, où la création d'un observatoire a permis tout d'abord, d'une part, de fédérer les professionnels de santé autour d'une pathologie comme la BPCO, de travailler ensemble. Cet observatoire, il a permis effectivement d'analyser nos pratiques et de se comparer les uns aux autres et de se comparer par rapport aux recommandations. Et cet observatoire, il a également permis, et j'insiste parce que ce n'est pas toujours le cas des observatoires qui existent, de faire un retour au pneumologue sur sa patientèle. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le cadre d'un observatoire, les gens sont bénévoles, ils prennent du temps pour rentrer des données dans un observatoire, et donc il faut qu'ils aient un retour, il faut qu'ils puissent s'y retrouver. Et donc, on avait cet objectif de se dire il faut qu'il y ait un retour avec une analyse de la patiente. Donc, voilà ma déclaration des liens d'intérêt. Alors, ça a été mentionné tout à l'heure, la prévalence de l'asthme sévère ou de l'asthme qu'on appelait encore réfractaire, elle est difficile à appréhender aujourd'hui, mais moi, j'aime beaucoup cette étude que vous a montrée Laurent Guilleminault initialement, parce que cette étude qui a été faite, au départ, ils sont partis des prescriptions, donc c'est des bases de données médico-administratives, en prenant en charge tous les patients qui ont la définition avec le poids, la pression thérapeutique. Et ensuite, parmi les patients qui sont identifiés comme ayant un asthme sévère, un certain nombre de ces patients vont être convoqués, ils vont être vus, examinés pour vérifier l'observance et vérifier les techniques d'inhalation. Et ça, c'est original, puisqu'on part d'une analyse épidémiologique et on arrive finalement à la présentation clinique. Et ensuite, ils vont évaluer finalement effectivement cette prévalence que vous a montré Laurent, en se disant qu'on n'est pas très loin finalement de ce qui concerne les maladies rares. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'y a pas encore de centre de compétences labellisé pour l'asthme sévère. On espère l'obtenir dans le cadre du réseau Chrysalis INSERM, et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette cohorte et qu'on développe ce projet. Mais on est vraiment sur une entité qui n'est pas très loin des autres maladies rares que vous connaissez, comme la fibrose pulmonaire, les pneumopathies infiltrantes diffuses, voire la mucoviscidose. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir pousser pour avoir des centres de compétences qui soient labellisés aussi et améliorer la qualité de prise en charge des patients. Alors, cette autre étude qui a été faite au Danemark, avec à peu près la même méthodologie, vous voyez que là, la fréquence des asthmes sévères parmi les patients asthmatiques, elle est plutôt de 8%, donc on est quand même sur une fourchette. Hein, et ils ont également, eux, fait cette différence avec une majorité de patients finalement qui avaient un asthme, on va dire, léger à modéré, bien contrôlé, qui ne pose pas de problème. Il faut rappeler que c'est la majorité des patients asthmatiques. Et puis également les patients qui vont poser des difficultés, parmi également les patients qui ont des asthmes légers à modérés, hein, on a tendance à l'oublier, et puis également les patients qui sont étiquetés sévères. Et dans le cadre de cette étude danoise, effectivement, ils avaient vu que ils ont fait des recommandations par la suite pour améliorer le parcours de soins et essayer de faire la promotion de l'évaluation respiratoire spécialisée, puisque, comme vous l'a montré Anaïd, on avait 2/3 des patients asthmatiques sévères qui n'avaient jamais vu un spécialiste. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'extrapoler à la situation française? Et bien sûr, ça va rester des approximations, mais d'où on part? Je pense que c'est toujours bien de voir un petit peu d'où on part.
Si on regarde la situation de l'asthme en général dans la population française, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, on avait l'IRDES qui faisait des études pour évaluer l'état de santé dans la population française à partir d'un échantillon représentatif. Donc, on avait une prévalence de l'asthme qui était de 5,8% en 1998. Ici, on est chez les adultes. En 2006, on était à 6,7%. Et Laurent vous l'a montré, sur l'étude que l'on a faite à SMAPOP, en 2018, on est à 6,4%. Ce qui est important peut-être de se remémorer, c'est qu'à ces moments-là, on avait seulement 39% de patients qui avaient un asthme bien contrôlé. Cette étude, elle avait déjà montré que l'asthme était vraiment un problème parmi les patients qui avaient des revenus, des faibles niveaux de revenus, un niveau socio-économique plutôt bas, et il y avait des disparités géographiques sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Et puis aussi, seulement à ce moment-là, vous vous souvenez peut-être, seulement 12% des patients avaient consulté un pneumologue ou réalisé une spirométrie dans leur vie d'asthmatique. Et donc ça avait quand même ébranlé un peu tout le monde en se disant il va falloir quand même améliorer la situation. Et on avait déjà mis en évidence le poids des comorbidités, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, les patients asthmatiques n'ont pas que l'asthme à s'occuper et à prendre en charge, ils ont aussi d'autres comorbidités. Cela a été déjà abordé. Alors, dans cette étude ASthmaPOP, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs éléments. Donc, dans cette étude qui a été faite sur la même méthodologie qui avait été faite par l'IRDES il y a quelques années, avec un échantillon représentatif de la population française, on retrouve, et avec les mêmes méthodologies de questionnaire, je pourrais y répondre tout à l'heure si vous le souhaitez, on a donc une prévalence de l'asthme actuel qui est de 6,4%, à 6,1% de patients qui ont un traitement pour asthme. Vous voyez que finalement, la notion de sous-traitement de l'asthme, de façon générale, est une notion qui est finalement ancienne. Elle était très importante il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on peut dire que dans notre pays, ce n'est plus le cas. Toutefois, quand on regarde maintenant la répartition du stade de sévérité en se basant sur le poids thérapeutique, et Laurent a déjà expliqué pourquoi la sévérité, elle était basée sur le poids thérapeutique, on voit que sur ces données, on a la moitié des patients asthmatiques qui ont un asthme sans traitement de fond, avec un traitement à la demande, c'est ce qu'on appelait avant l'asthme intermittent. On a des patients qui ont un asthme persistant léger, vous voyez, c'est 6,4%. Les persistants modérés, ils sont à 16,5%. Et les sévères et très sévères, ils sont ici, les GINA de palier 4, 23,8%. Et vous voyez que pour le palier 5, on retombe assez bien sur ce qui a été montré dans les travaux allemands et danois. On est à 3,8%. Là, on est vraiment sur des patients qui ont un traitement de fond maximal, comprenant la biothérapie et ou la corticothérapie générale, ou encore une trithérapie inhalée. Alors, ensuite, quand on regarde le niveau de contrôle selon les paliers du GINA, on voit globalement que par rapport à 2006, la situation quand même s'est améliorée, puisqu'on avait 2/3 des patients qui avaient un asthme qui était non contrôlé. Mais vous voyez qu'ici, on est quand même sur une grosse moitié entre les partiellement contrôlés et les non contrôlés. Et vous voyez que aucun stade de sévérité de l'asthme n'est épargné, y compris notamment parmi les plus sévères. Donc, ceux qui sont sévères par le traitement, ils sont également mal contrôlés sur le plan du questionnaire de contrôle. Et lorsque l'on va corréler cela à des éléments un petit peu plus tangibles, parce qu'on pourrait se dire, certes, c'est une étude qui est représentative, qui a été faite en population générale, les patients ont déclaré ce qu'ils prenaient comme traitement, que l'on n'a pas pu vérifier, comme souvent dans les études épidémiologiques. Mais lorsqu'on va corréler ce poids thérapeutique aux événements marquants comme les exacerbations, les visites aux urgences, les hospitalisations ou la notion de cure de corticothérapie autogérée par le patient, vous voyez que déjà sur l'ensemble de la population des asthmatiques, ce sont quand même des événements qui ne sont pas négligeables. 47,6% des asthmatiques ont eu au moins une exacerbation. 14% ont eu au moins une visite aux urgences. 3,1% ont été hospitalisés au moins une fois. 14,5% ont eu une cure de corticothérapie générale. Mais vous voyez que la proportion va augmenter pour être vraiment très, très importante parmi les patients qui ont un poids thérapeutique de GINA 4 ou 5. Puisque dans le palier 5, on a 65,4% des patients qui vont avoir au moins une exacerbation
plus la consommation de soins. Et ici, sur l'histogramme en bas, vous voyez qu'on a quand même des proportions de patients. Le pourcentage moyen, c'est bien, ça donne une indication, mais quand on regarde la distribution, vous voyez qu'on va avoir des patients qui vont avoir un très haut niveau d'exacerbation, 28% qui ont entre 3 et 6 exacerbations, 19,2%, 7 exacerbations ou plus, et globalement, ça correspond peu ou prou à environ une exacerbation par mois. Donc ça, c'est quand même très important en termes de qualité de vie et de recours aux soins. Alors, la population asthmatique sur les données représentatives, majoritairement, ici, on est chez l'adulte, ce sont des femmes, donc ça, ce n'est pas nouveau, c'était connu. La moyenne d'âge, elle est de 48 ans. Vous avez ici la distribution. Et puis, surtout, vous voyez qu'on a quand même 13% des patients asthmatiques qui sont en ALD 14 pour l'asthme. Donc, on est quand même un petit peu au-dessus des 3,8% que je vous ai montré en palier de traitement. Donc, probablement que la prévalence de l'asthme sévère, elle se situe entre les deux, puisque probablement que quand on met un patient quand même en ALD, c'est qu'il y a des critères de sévérité qui sont quand même importants. Et là, vous voyez également que dans cet échantillon, on avait 7,2% des patients qui étaient en ALD pour l'asthme et également en ALD pour une autre maladie, ce qui souligne également le poids des comorbidités. Et puis 10% qui bénéficient de la CMU. Alors, pourquoi une cohorte et un observatoire d'asthme sévère dans le sud-ouest, dans le Grand Sud-Ouest? Aussi parce que depuis, donc là, je ne vous ai pas repris l'historique des études épidémiologiques dans l'asthme, ça serait un peu fastidieux et un peu long, mais je voulais vous montrer ici cette partie droite de la photographie qui a été faite par Santé publique France et sur les études qui sont faites en milieu scolaire et qui a utilisé la méthodologie Isaac, qu'on connaît bien, qui est un questionnaire validé, standardisé, qui est un protocole international. Et vous voyez ici qu'il y a une disparité très importante concernant la prévalence de l'asthme en France. La cartographie que vous voyez ici, elle est tout à fait superposable depuis maintenant des décennies, quel que soit l'âge, que l'on s'adresse aux enfants, que l'on s'adresse aux adolescents, que l'on s'adresse aux adultes. Dans le cadre de l'enquête européenne, on a toujours cette disparité avec plus d'asthme ici dans nos régions. Et donc, ça justifie aussi d'une certaine façon qu'on ait le développement de cet observatoire, même si on espère qu'après, on pourra avoir une extension bien évidemment nationale. Alors, ensuite, vous avez probablement suivi au cours de ces dernières années, on est passé dans le domaine médical, il y a souvent des phénomènes peut-être de mode, mais au-delà de la mode, de considération sur les études faites en sciences de façon générale. On est passé d'une période où on vénérait bien les essais randomisés, non pas que ça ne soit pas important, et tout le monde connaît l'importance des essais randomisés contrôlés, notamment pour l'obtention des AMM. Mais dans ce même moment-là, il y a quelques années, on jetait au panier les études observationnelles. Moi, j'ai connu la période, bon, j'ai toujours fait dans le domaine de la recherche de l'épidémiologie, où globalement, on disait, non, mais attendez, les observatoires, c'est pas robuste, c'est n'importe quoi. Donc, c'était assez péjoratif de vouloir développer les observatoires. Et au fur et à mesure de ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait un regain sur le développement des observatoires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de confronter la vie réelle, la pratique médicale, même s'il est vrai que les observatoires ont des biais, on pourra en discuter tout à l'heure. Et je voulais porter à votre connaissance cette étude publiée par Brane et collègues dans l'ERG en 2018, où ils ont comparé finalement des critères d'éligibilité de patients dans des essais cliniques concernant l'asthme sévère versus une cohorte observationnelle. Et simplement, donc ils ont fait la synthèse des données ici des études, et ils ont appliqué les critères d'éligibilité des essais thérapeutiques. Et simplement pour vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui est que finalement, dans les essais cliniques, on a des patients très particuliers, très bien sélectionnés. Et c'est bien qu'ils soient sélectionnés pour montrer ce que l'on veut montrer, mais qui ne sont pas du tout représentatifs de la population en vie réelle. Et donc, dans cette étude, ils avaient conclu que seuls 9,8% des patients des cohortes d'asthmatiques sévères pouvaient être inclus dans les essais cliniques. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des deux, bien sûr des essais randomisés, mais on a également besoin de cohortes observationnelles pour pouvoir analyser la pratique médicale et voir quel est le degré d'extrapolation que l'on va avoir. Et un critère que vous connaissez bien, par exemple, notamment, c'est les antécédents de tabagisme. Très souvent, dans les essais cliniques,
les patients qui ont un antécédent de tabagisme sont exclus pour éviter bien sûr le biais avec la BPCO. Alors, ces cohortes observationnelles, en fait, en France, probablement dans le domaine respiratoire, c'est un peu nouveau au niveau des pratiques médicales, mais sur l'asthme sévère, elles ont déjà commencé, puisque dans les cohortes anciennes, notamment la cohorte Ténor, qui est une cohorte américaine, déjà en 2006, ils avaient fait leur cohorte sur l'asthme sévère et ils avaient déjà montré que, par exemple, dans les patients asthmatiques sévères, il y a beaucoup plus de femmes, vous voyez, 2/3, avec un pronostic beaucoup plus péjoratif, et aussi des problèmes de surpoids, notamment, ce dont déjà a parlé Laurent. Ces cohortes d'asthme sévère ont permis également de décrire des sous-populations et des phénotypes d'asthme, et ils avaient permis effectivement de décrire ces phénotypes d'asthme atopique, asthme allergique, des phénomènes également qu'on connaissait moins bien avant et qu'on connaît mieux, qui sont des patientes asthmatiques qui vont avoir un asthme à début tardif et qui ne seront pas allergiques. Et on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui, il reste un peu sur le bord de la route parce qu'il n'y a pas beaucoup de développement thérapeutique concernant ces phénotypes d'asthme. Donc, les cohortes observationnelles, ça a une utilité. Et donc, ça a aussi une utilité parce que si on s'éloigne un peu et qu'on essaie de ne pas avoir un prisme trop local, ici, je vous ai repris une publication de 2020 de l'année dernière qui fait l'état des lieux des cohortes observationnelles sur l'asthme sévère en Europe. Vous voyez que les pays dans lesquels ça existe sont les pays en bleu. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'observatoire national qui est développé. Alors, on sait qu'il y en a qui ont démarré, mais l'idée est vraiment de pouvoir participer à cette construction scientifique pour que, effectivement, on puisse quand même apparaître sur la carte, d'où effectivement un point de départ régional à l'échelle de nos 2 grandes régions, et après, bien évidemment, d'autres collègues, d'autres régions qui ont déjà souhaité nous rejoindre, et on en est très contents. Et pourquoi c'est important? Parce que vous voyez que si on regarde, par exemple, les critères d'inclusion de ces cohortes, il y a 11 cohortes européennes aujourd'hui qui se sont fédérées, on voit quand même qu'il y a des disparités déjà sur les critères d'inclusion. Vous voyez que la moitié de ces cohortes vont inclure les patients sur les données de la définition ERS-ATS que vous a montré Laurent Guimino tout à l'heure. Mais vous voyez que dans certaines cohortes, on va avoir des critères qui ne sont pas bien décrits. On va avoir dans d'autres cohortes des patients qui vont être inclus seulement s'il y a une prescription de thérapie ciblée. Donc, c'est quand même important de savoir quels sont les critères d'inclusion. Et pareil pour les critères de présélection des patients inclus dans ces observatoires. Vous voyez ici qu'on a 9% de patients qui sont inclus seulement quand ils sont dans des centres experts d'asthme, alors que dans d'autres registres ou d'autres observatoires, on va avoir des patients qui viennent de façon un peu plus large sur le plan du recours aux soins. Donc, ça permet quand même de se comparer. Et pourquoi c'est aussi important de se comparer? Je voulais vous montrer également les effectifs. Juste, on ne va pas partir ce tableau en revue, donc vous avez ici en haut les pays, et vous voyez ici les effectifs de ces observatoires. Et j'attire votre attention là-dessus, parce que vous voyez très clairement que, on est probablement sur du volontariat comme toujours dans les observatoires, mais que la taille d'effectifs, elle varie beaucoup, et qu'on a probablement un recrutement beaucoup plus important, par exemple ici en Grande-Bretagne, ici en Suède, probablement qu'on est en 1 ou 2 centres avec vraiment des actions très, très spécialisées. Et je mets en parallèle finalement ce qu'on a fait dans Palombe BPCO, on a inclus plus de 3000 patients suivis sur 5 ans. Donc, je me dis que probablement que dans nos 2 grandes régions, ne serait-ce que pour la taille d'échantillon, on peut arriver à avoir un observatoire qui ne soit pas de taille ridicule et nous permette de décrire nos pratiques. Ensuite, à quoi ça sert d'avoir un observatoire? C'est de comparer les prises en charge et de comparer par rapport notamment aux autres pays. Là, j'ai choisi 2 exemples. Vous avez le premier exemple sur la partie gauche de la diapositive. Donc, vous avez ici les différents pays et ici, vous avez le traitement de fond de maintenance pour les asthmatiques sévères en fonction des pays. Vous voyez que d'emblée, si par exemple on prend avant la prescription d'un anti-IL-5, vous voyez que par exemple, si on prend en rouge la corticothérapie orale, vous voyez qu'ici en Grande-Bretagne, la majorité des patients sont sous corticothérapie générale avant qu'on envisage une thérapie ciblée de type anti-IL-5. Par contre, dans d'autres pays, vous voyez que donc les stratégies thérapeutiques du positionnement des thérapies ciblées par rapport au parcours de soins dont a parlé Anaïs tout à l'heure,
elles sont quand même très différentes. Ce qui est différent aussi, ce sont les doses moyennes de corticothérapie générale. On voit très bien que tout le monde n'a pas le même niveau de dose minimale efficace. Et ça, sur la partie droite de la diapositive, vous avez le traitement de fond des patients avant l'initiation d'une biothérapie plus ancienne qui est un anti-IgE. Et vous voyez que là aussi, il y a quand même des disparités. Il y a probablement des pays dans lesquels on passe d'abord par la case corticothérapie orale, puis la biothérapie intervient pour un meilleur sevrage, alors que dans d'autres pays, finalement, ça va être des patients pour lesquels on n'est pas passé forcément par la case corticothérapie générale. Donc, ça permet quand même de confronter les pratiques, alors qu'on a tous finalement les mêmes recommandations internationales. Laurent a parlé du GINA tout à l'heure, mais on a également des recommandations nationales qui peuvent varier sur d'autres stades d'asthme, mais qui varient un peu moins quand même concernant l'asthme sévère. Alors, il y a quand même des données sur l'asthme sévère en France, hein, il faut le dire, et en particulier, les premières publications qui ont été faites, c'est les publications qui ont été faites par le Collège des hôpitaux généraux, dont font partie notamment Laurent Portel et Cécilia Innocent, qui doivent être connectés, qui m'avaient demandé d'être là à titre de conseiller scientifique. Et vous voyez qu'il y a eu une très belle capacité de recrutement, parce qu'ils ont un très bon réseau et un maillage du territoire. Plus de 1500 patients asthmatiques sévères vus par le pneumologue en hôpital général, intégrés. Et là également, ça permet d'avoir une idée de sa patientèle. Donc, 2/3 de femmes, on retrouve ce qui a été montré précédemment. Mais on voit aussi que ce sont des patients vraiment qui sont sévères, plus de 65% qui ont plus de 2 exacerbations au cours des 12 derniers mois. 52% ont une histoire d'asthme aigu grave. Et puis, 16% étaient sous corticothérapie générale avec une dose moyenne de 19 mg. Et à ce moment-là, on a une prescription de la biothérapie la plus ancienne, l'omalizumab, qui était d'environ 26%. Donc, il y a effectivement des données qui existent. Et grâce à ces données, on a pu également faire une analyse en cluster, aussi pour se comparer par rapport à la littérature, ce dont vous a parlé notamment à la fois Laurent et Anaïg, pour se rendre compte que dans cette population, on a un premier cluster qui est attendu, qui sont les patients qui ont un asthme allergique depuis l'enfance et qui correspondent peu ou prou à la moitié de l'échantillon, 47%. L'autre moitié va se répartir de la façon suivante. 10% de patients qui ont un asthme de l'obèse, avec des comorbidités comme un syndrome d'apnée du sommeil. Ils n'ont pas du tout de notion d'atopie ou d'éosinophilie. Un troisième cluster avec un asthme d'apparition tardive également non atopique, non allergique, avec une fonction respiratoire très abaissée. Les asthmatiques éosinophiliques avec une polypose azosinusienne, c'est 9,8%, et les asthmes induits par l'aspirine, 9,5%. Et donc, vous voyez qu'effectivement, dans cette population, on a des asthmes de phénotype T2 ici, voilà, c'est le cluster numéro 1, également le cluster numéro 4, le cluster numéro 5 également, mais vous voyez qu'on a quand même 30% dans cette population pour lequel on est coincé sur le plan de la thérapeutique et on est très embêté. Ils sont orphelins parmi la maladie orpheline, si je puis dire, et ceux-là, il faut pouvoir analyser les caractéristiques et proposer des prises en charge dans le cas notamment d'essais cliniques. Alors, donc pourquoi un observatoire? Parce qu'effectivement, on est dans 2 grandes régions où on s'entend bien depuis très longtemps, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, l'objectif, c'était de fédérer les pneumologues, quelles que soient les modalités d'exercice, puisque dans l'étude que je vous ai montrée précédemment, l'étude phase, donc c'est une très belle étude, mais elle concerne les hôpitaux généraux, et c'est une étude qui est transversale avec une photographie qui a été faite à un moment donné. Et donc, l'idée de l'observatoire palombe-asthme sévère, c'est de pouvoir avoir un suivi longitudinal pour étudier bien sûr le parcours de soins des patients, les modifications des changements de traitement, les changements de biothérapie, etc. Donc, l'objectif est vraiment de décrire les caractéristiques et les phénotypes de ces patients asthmatiques, de décrire l'évolution et la réponse clinique, parce qu'il y a des patients qui répondent et il y a des patients qui ne sont pas répondeurs, pouvoir également évaluer les effets secondaires, décrire bien sûr ces trajectoires de patients asthmatiques sévères, ça c'est important pour avoir une meilleure compréhension, et également décrire les comorbidités et bien évidemment, vous avez compris, pouvoir élargir l'observatoire à d'autres centres à type de méta-analyse pour pouvoir fusionner les données avec d'autres bases de données. On l'a fait dans le cadre de la BPCO. Et puis, participer à des projets nationaux ou internationaux, puisque je vous ai montré la carte de l'Observatoire européen Chartres où la France ne figure pas pour l'instant. Et au-delà des aspects scientifiques, l'aventure Palombe, c'est également une aventure éminemment humaine.
parce que si on n'était pas tous ensemble, on n'aurait pas pu construire cet observatoire. Donc voilà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à la construction de cet observatoire au niveau du cahier d'observation, mais pas que, parce qu'il y a bien sûr les aspects médicaux, scientifiques. Il y a également toute l'équipe de la fondation qui nous ont vraiment aidés aussi à monter le projet en support, à la fois de communication, les aspects juridiques. Adrien a vraiment insisté sur le mécénat, et ça, c'est un élément très important, très utile pour nous pour continuer à faire de la recherche. Mais également, les personnes qui m'aident au niveau de mon équipe de recherche Épicène, unité INSERM 12-19, avec Émilie Berthaud, notre attachée de recherche clinique, qui est Madame Qualité, qui déjà pour la BPCO allait rechercher dans les dossiers la qualité de remplissage du CRF. Et bien évidemment, toutes les personnes qui vont adhérer à notre observatoire, et bien sûr les mécènes. On espère que voilà, on pourra continuer à développer cet observatoire. On est très content parce que, comme Laurent l'a dit en introduction, Laurent Nguyen, notre Conseil national professionnel nous a donné un label pour que ça puisse servir à la certification des pneumologues. Donc, on espère que ça va permettre une meilleure adhésion pour le développement de cet observatoire. Voilà, donc on est toujours un peu embêté quand on remercie tout le monde, on a toujours peur d'oublier des personnes parce que vraiment c'est une aventure qui est éminemment collaborative et qui a pour objectif de fédérer tous les professionnels de santé. Et comme l'a dit Anaïg, et je terminerai là-dessus, pour la première fois dans le cadre de ce livre blanc où on a initié avec toutes les associations professionnelles, mais également les associations de patients et notamment l'association Asthme-Allergie, c'est pour la première fois, on espère pouvoir répondre aussi à une des propositions de ce livre blanc, qui est l'identification précise de l'asthme sévère. Il faut qu'on arrive vraiment à faire connaître cette entité qui est encore méconnue aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.